évidences. Le problème des facteurs humains, c'est que nous sommes des cordonniers mal chaussés depuis l'histoire. Au départ, nous sommes un atout dans la mesure où nous avons une vision, une conscience. Mais aujourd'hui, la question, c'est avons-nous le facteur humain à l'échelle des problèmes que nous rencontrons? Donc, nous le vivons plus comme un facteur de risque. Et la question aujourd'hui, c'est pouvons-nous faire du facteur humain un ressort de succès pour pouvoir faire face aux grands enjeux que nous connaissons, climatiques, environnementaux évidemment, mais aussi sociaux, sociétaux, pour ne pas dire géopolitiques, économiques et bien d'autres. Nous sommes dans un monde en transformation permanente, nous sommes assez créatifs, nous, le facteur humain, pour pouvoir innover, mais peut-être pas assez pour copiloter, pour ne pas dire se co-développer. Et donc, peut-on en faire un facteur de succès? Assurément oui, il y a beaucoup de sciences du facteur humain, les sciences humaines et sociales, les neurosciences, les sciences de l'évolution des comportements, bien d'autres encore, les sciences applicatives de la pédagogie, de la psychologie, de l'économie comportementale, et toutes ces sciences coexistent aujourd'hui, à la fois vivent dans leur petit monde académique, si je peux dire, bien souvent, ou sont appliquées dans des domaines très spécifiques. La sociologie sert beaucoup aujourd'hui dans le domaine de la politique, ou la psychologie sert parfois en économie comportementale, mais ça reste très cloisonné. Or, pour adresser les grands sujets que nous avons évoqués tout de suite, à savoir ceux de la planète et des enjeux de long terme et de longue distance terrestre aussi, coexister entre cultures, entre générations, entre métiers, entre secteurs d'activité, on a besoin de synthèse. Et nous n'avons pas de GIEC du comportement, comme il y a un GIEC du climat. Nous n'avons pas d'OMS de la santé mentale, pour ne pas dire du projet sociétal, comme nous avons l'OMS de la santé tout court. Donc, nous avons besoin d'une organisation collective qui regroupe les connaissances de façon transdisciplinaire, de façon transculturelle, pour pouvoir penser de façon globale le comportement dans ses sources comme dans ses applications ultimes. Et deuxièmement, nous avons besoin d'un projet sociétal, pas seulement scientifique, pour pouvoir se demander à qui cela va servir, à quelle fin. Et donc, un GIEC du comportement, un GIECO, pourrait avoir à la fois une finalité de synthèse des connaissances pour pouvoir les rendre intelligibles, les rendre également prédictibles pour pouvoir avoir des trajectoires, là aussi, anticiper ce qu'il faudrait faire, mais aussi avec des livrables qui permettent à des acteurs de terrain de s'y retrouver en 2 pages ou 30 pages et non pas en 3000 ou 30 000. Donc, on est sur un véritable enjeu de connaissance et ensuite un enjeu de perspective. À quelle fin? Pourquoi avons-nous besoin de comprendre les comportements, de mieux les maîtriser? Et peut-être quelques exemples pour le rendre intelligible. Je résumerai volontiers tout de suite le débat en 4 niveaux. Le premier niveau, celui de la fiabilité. La fiabilité, c'est technique. Est-ce qu'on a une vision du facteur humain pour comprendre comment on fait de la sécurité? Le domaine de l'aérien a résolu en grande partie ce problème-là, à travers ce qu'on appelle le REX, le retour d'expérience, et réduit considérablement les accidents. Il y a le domaine de l'estime, après la méritocratie. Est-ce qu'on est capable de savoir identifier les gens avec qui on peut s'associer, coopérer. Et là, on rentre dans les notions d'accompagnement plus individualisé. Il y a aussi les notions, si je peux dire, affectives, qui sont d'inclusivité. Est-ce qu'on a prévu d'intégrer des pans entiers de la société qui se sentent abandonnés et qui ne peuvent pas coopérer parce qu'ils n'en ont pas le sens ou les moyens et la culture? Et en dernier lieu, avons-nous un projet, au sens projectif du terme, je dirais presque romantique, dans lequel on a une vision qui nous aspire et pas seulement des exigences de court terme et du présent et qui nous crée une espèce de convergence et d'utopie vers laquelle on a envie de se donner. Est-ce que tout cela, qui n'est qu'une illustration, peut avoir du sens non seulement pour les scientifiques qui vont croiser leurs disciplines et pouvoir enfin mieux expliquer, anticiper, mesurer et accompagner, mais aussi pour les acteurs des entreprises, des institutions et autres, qui pourront mieux comprendre comment construire une vision, comment l'accompagner, comment la relier à des indicateurs, comment l'intégrer dans un processus collectif pour réellement se donner les moyens d'une société qui ne serait pas seulement durable, mais qui serait équitable, qui serait donc inclusive, qui serait désirable au sens de projective et qui nous permettrait de faire émerger, si je peux dire, ce qu'on appelle aujourd'hui la frugalité. Mais la frugalité n'est pas
une restriction. Quelqu'un qui est passionné par ce qu'il vit ou par ce qu'il fait, il ne se réduit pas. C'est juste qu'il a des besoins différents. Et pour tout dire, je pense que les plaisirs les plus profonds, les études de Harvard sur le bonheur, par exemple, le montrent, les vrais bonheurs, les vrais plaisirs sont rassasiants. C'est-à-dire qu'on n'est pas inassouvi en permanence, on n'est pas dans le monde de l'addiction. Bref, je pense qu'il y a une réorganisation profonde de nos relations sociales, de notre éducation, de notre construction mentale, et qui ne se fera pas à l'écart des connaissances aujourd'hui. Tout cela est mesuré, ça n'est pas que des utopies, c'est aussi des process, des connaissances, des indicateurs. On peut le prédire, on peut, je pense, et je terminerai là-dessus, penser à l'éducation des cours d'empathie dans les domaines, dans les pays scandinaves, montrant qu'à partir de simples groupes de parole chez des ados ou des enfants qui n'ont pas de problème particulier, on les fait parler de choses intimes et ça les met en vulnérabilité sociale. On sort de la relation de compétition pour entrer dans celle de la coopération, de la confiance partagée. Eh bien, ça développe leur capacité à coopérer, à se projeter, à se transversaliser, à s'intéresser au sujet plus que simplement à leur émotionnel immédiat. Donc voilà, tout ça, ça se mesure, ça se prépare. Ce n'est pas un hasard. On a besoin d'un GIECO, non pas pour faire avancer les sciences, mais pour changer le monde tel que nous le souhaitons. Merci à vous.